Bonsoir tout le monde, bonsoir. Je suis vraiment contente de vous retrouver ce jeudi soir pour notre Geek Talk. Le Geek Talk, c'est tous les jeudis à 19h et ce soir, on a un invité spécial. Ce soir, on reçoit Thierry Geerts, qui est le CEO de Google, mais qui a aussi écrit son deuxième bouquin, Homo Digitalis, et qui va nous en parler tout de suite. Bonsoir Thierry. Bonsoir Sarah. Ça va ? Oui, à fond la forme, et super, ravi d'être ici. Merci d'être venu jusqu'à Charleroi, dans nos nouveaux locaux ici à Charlewood. Qu'est-ce que t'en dis ? Charlewood, j'adore déjà le nom. mot veut tout dire. Je crois que c'est une belle combinaison, hein, la vieille dame, la RTBF, qui accueille une initiative comme Molen Geek ici à Charleroi. Ça montre bien qu'il y a une volonté de renouveau sur Charleroi, hein, ce dynamisme qu'on revoit un peu au Quai 10 et tout ça, donc très chouette. Ouais. La fusion des deux mondes. Fusion des mondes et surtout un printemps, hein, un printemps d'un nouveau dynamisme wallon. Et on vient tout juste de taguer, ça c'est tout frais encore, tu vois, limite faut pas toucher. Hachmi est passé par ici, il nous a fait des super tags. Ça va, tu reconnais un peu les... Ouais, c'est un peu trop cool, presque trop précis, c'est trop propre. Ouais, c'est vrai. À Molenbeek, c'est un peu plus edgy. Subtil. Mais c'est magnifique. Hein. Il faudrait a attaquer encore un petit peu sur les bords comme ça pour... un petit coup de propre. Ouais, mais Charlewood, magnifique. On a voulu donner un petit côté plus audiovisuel vu que c'est axé à plus de médias ici. Donc voilà, Hachmi, si tu nous regardes, petite dédicace pour toi, tu as fait du bon boulot. Merci en tout cas pour ton taf. Alors on peut se tutoyer Thierry ? Absolument, oui. volontiers. Ça c'est génial. Là on se sent tout de suite comme en famille, donc c'est super. Alors ça c'est bon, hop. Alors Thierry, j'ai discuté longtemps avec Brahim, il m'a raconté plein d'anecdotes. Il m'a dit, oui, Google, ça remonte. Hein. Il y a plein d'histoires, il y a eu plein de collaborations avec Thierry, avec Google. Et je te propose un petit jeu. Donc, je te montre une image et tu la légende, ok ? Je suis très mauvais à ce genre de jeu, mais on peut toujours essayer, on verra bien. Donc, les Pat Le Guen, si vous pouvez envoyer la sauce. Est-ce que ça te... J'imagine le nombre de fois où tu es derrière un pupitre avec un micro. Donc, j'imagine que ça doit être ces dernières années, surtout que celle-ci, elle date de 2016. Tournée digitale avec Alexandre De Croo, ça c'est sûr, à Molenbeek, dans les bureaux de KBC à Bruxelles. Ouais, et c'était en fait pour 2016, ça c'est bien que vous me le dites, que tu me le dis, parce que sinon je n'aurais pas pu mettre une date dessus. J'imagine, mais là c'était pour nous, on a beaucoup retenu cette photo parce que c'était lors de notre deuxième hackathon. C'était tout neuf pour nous. Okay. Et toi, et via Google aussi, vous étiez l'un des premiers à avoir cru en nous. Oui. Donc c'est pour ça qu'on se rappelle de ces moments qui sont très très importants pour nous. Mm-hmm. Et pourquoi vous avez cru ? Qu'est-ce que vous avez vu en Molen Geek ? Mais on a toujours dit que le digital est un nouveau dynamisme qui permet d'être beaucoup plus inclusif et qui demande plus d'innovation, de créativité et de mettre une diversité de gens autour de la table. On crée l'Internet pour tout le monde entier. Hein. Il y a 4 milliards de personnes connectées dans le monde entier. On espère connecter 8 milliards de personnes. Sur la planète, il y a un peu de tout. Et même en Belgique, il y a de tout. Il y a des gens d'origine différentes, de religions différentes, de sexes différents. Et donc, cette nouvelle économie ne doit pas être construite par des hommes blancs de 50 ans. Elle doit être construite par ceux qui la vivent, ceux qui vont travailler à cet avenir. Et donc, cette diversité. Molen Geek nous a très fort parlé parce qu'ils ont utilisé effectivement cette innovation, cette créativité et le digital pour jouer sur la carte de l'inclusion, pas pour le principe de l'inclusion, mais justement pour faire une nouvelle créativité en mettant des gens ensemble qui a priori sont d'origine différente, qui n'ont pas spécialement énormément de diplômes, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est de créer ce dynamisme. Et donc dès le départ, il y a eu un clic par rapport à la culture Google, quelque part, qui est un peu ça. On ne se prend pas de la tête de haut, ça peut sembler bizarre, mais on investit, on est relativement économe dans ce qu'on fait, on est très créatif et on met des gens très différents ensemble pour créer les produits que vous connaissez de Google. Alors ça nous a plutôt bien réussi et on trouve qu'on doit soutenir des initiatives qui sont dans la même lignée. Oui, c'est ce qui fait aussi la force de Google complètement. Oui. Mais du coup, les gens voient souvent dans des articles de presse des chèques passés parce qu'il y a eu beaucoup de soutien directement à Molen Geek. Mais ce qu'ils ne savent pas toujours, c'est qu'il y a eu beaucoup de collaborations aussi à côté de ça, notamment les Pat Le Guen, si vous voulez bien tourner les images. Ça c'est d'autres photos du coup
Avec Claire Failly. Ouais. Et par contre, je me souviens plus, Franchement, là, je l'ai mis juste pour Ibrahim. S'il Ah vous oui. plaît. On peut commenter, s'il vous plaît, Ibrahim. Ibrahim, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Tout le monde est sérieux, hein, mais tiens. C'est là qu'on voit, tu vois, quand on parle de Molengeek, d'inclusion, c'est... Non, c'est jeune, c'est nous, c'est Molengeek. Ouais, les Patlagan, vous pouvez passer. Oui, donc ça, c'était quand YouTube est venu à Molengeek. Et ça, Ibrahim m'avait raconté que vous avez fait des pieds et des mains pour que YouTube vienne, parce qu'il n'y a pas, en fait, d'antenne, il n'y a pas de YouTube... comment ça s'appelle? De YouTube Space? Pas YouTube Space, c'est ça, YouTube Space. Il n'y en a pas. Comment ça se fait? Comment ça se passe un peu le système Google, YouTube En fait, YouTube est une plateforme qui ouvre la créativité de tout un chacun. Pas besoin d'un studio pour le faire. C'est juste que dans certaines villes, surtout Londres et Paris, Berlin, il y a aussi un YouTube Space qui est mis à disposition des créatifs s'ils veulent arriver à un autre niveau. Donc ils sont arrivés à 100 000 abonnés via la créativité, un peu... On dit toujours dans la chambre à coucher avec des vidéos de maquillage, mais à un certain moment, ils arrivent à un plateau de 100 000 utilisateurs abonnés. Ça devient un média. Et donc, un coup de pouce, comme ici par exemple, apprendre à utiliser une green key, apprendre à faire un meilleur montage, apprendre à faire attention à la lumière et au son. C'est ce qu'on leur apprenait dans les YouTube Space. Entre-temps, on les a fermés parce qu'il y avait la pandémie et que c'était quand même accessible à une fraction de notre communauté et on ne voulait pas donner un avantage à ceux qui avaient déjà bien réussi. Et entre-temps, je crois que les gens ont compris qu'il fallait un petit peu professionnaliser ça. Mais YouTube, c'est la créativité, d'avoir tant, pour ainsi dire, toi et moi qui montons une vidéo, des gens qui en vivent un peu à côté, comme ça, pour se faire de l'audience, et puis ceux qui en vivent full-time. Et donc, c'est bien de pouvoir avoir fait ça à Molengeek, où on a fait la même chose, on a montré ce qu'un YouTube Space faisait, sans pouvoir l'avoir tout le temps. C'est ça, ouais. Et puis, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que je reconnais un petit peu l'esprit d'un YouTube Space. Donc, c'est ça on a fait ça de façon très généreuse en disant on a envie de faire ça à Molengeek, et puis je rends compte que vous avez créé ça ici, donc je suis un homme comblé pour ça. Ouais, mais moi je peux en témoigner parce que j'ai pu lancer ma chaîne YouTube grâce à Molengeek, avec toute l'initiative et tout. Et il y a tellement de belles choses qui se sont développées par la suite, suite à cette chaîne, dont le lancement de ma boîte et tout. Donc je me retrouve complètement dans cette philosophie. Aussi, ce qu'on fait, on aime bien donner un coup de pouce ou un petit boost. Par contre, on n'aime pas du tout suivre des programmes à long terme, on sponsorise quelque chose une année, donc on fait ça pendant 20 ans. C'est ça, ça, on ne le fait pas. Et à Molengeek, on retrouve chaque fois de nouvelles initiatives où en étant présent, en ayant cette collaboration, parfois même avoir un échange, on se rend compte qu'avec peu, ils font beaucoup de choses. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. On est un peu le zip dans le barbecue, on aime bien allumer le feu, mais on n'aime pas être des subsideurs systématiques. On soit dépendant systématiquement. C'est pas bon non plus pour la créativité. Et sinon, il y a eu d'autres souvenirs, notamment quand le roi est venu, vous étiez là avec nous. Les Patlagan, please. Quand le roi était passé, vous pouvez passer. À San Francisco. Quand on a été à San Francisco, pour les jeunes, c'était incroyable. San Francisco, c'était un ça, c'est Mountain rêve. View, pour être précis. C'est grosso modo un village près de San Francisco, mais où est le siège central de Google. C'est 1 heure de voiture quand même de San Francisco. Vu d'ici, c'est tout près, mais c'est quand même un peu plus loin. Et vous pouvez passer les Patlagan. Ça, c'est aussi Mountain View. On a Ibi. Ibi, toujours en star sur les photos, Ibrahim, toujours en star. Ah oui, et bien sûr, quand Google.org est venu avec Jacqueline Fuller, de $250 000 en vrai. Et là, c'était aussi un très grand événement. Est-ce que tu peux nous toucher quelques mots juste sur Google.org? Qu'est-ce que fait Google.org dans le monde? Alors, comme j'avais dit, on n'est pas du style à sponsoriser des choses en permanence. Par contre, on a au niveau mondial une organisation qui finance des projets sur base d'une sélection très compliquée, puisque c'est quand même une organisation mondiale. Donc, Molengeek a été en concurrence avec des projets du monde entier. Et donc, ce qu'on fait, nous, en Belgique, c'est qu'on propose des projets. Les projets doivent être novateurs et doivent avoir une certaine échelle. Il faut qu'il y ait un effet pour suffisamment de personnes pour qu'on puisse faire un changement dans la société. Et donc, Google.org a sponsorisé pas tellement de projets en Belgique, entre autres un projet du musée d'histoire naturelle pour apprendre aux enfants à coder des nichées d'oiseaux.
ils vont dans les écoles et ils mettent un petit nichoir. Par contre, ils mettent un Raspberry Pi, donc un petit ordinateur à l'intérieur, et les enfants apprennent à coder pour leur rendre compte que coder, c'est au fait de connecter avec la nature aussi. Donc, observer les oiseaux, ça peut se faire aussi de façon digitale, et Molengeek. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de projets. C'est très exclusif, mais c'est bien mérité. Ça, c'est une chance de vous avoir et que depuis le début, vous croyez en nous. Et après ça, on a même eu la visite de Sundar Pichai qui est venu nous voir, ce qui était aussi un très, très grand événement pour nous. Et c'était très... Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même le CEO d'une des plus grosses sociétés au monde au niveau de valorisation. Ouais. Et il a juste prouvé ce qu'on essaye d'être, c'est terriblement humble. Complètement, oui. Et il est venu à Bruxelles quand même visiter Molengeek, il aurait pu aller voir, pour ainsi dire, le roi. Et il est venu à Molengeek, et ça, je trouve, ça me rend très fier de travailler pour Google. Ouais. C'était un super beau moment. Et après même sa visite, c'est pas fini, il nous a cités à Davos. Oui. Fin d'année, il a nominé Ibrahim avec Molengeek dans le World UK. Oui. Donc, il ne nous a pas oubliés. Il s'est souvenu de nous. Ouais. Pourquoi, selon toi, un gars comme Sundar Pichai, avec Google.org, qui a, il me semble, 100 millions de dollars à distribuer dans le monde, et finalement, il se souvient de Molengeek? Oui. Alors, il faut savoir qu'il est d'une origine très modeste en Inde. Hein. Donc, il était dans une famille super pauvre en Inde. Au début qu'il est né, il n'avait pas de frigo, il n'avait pas de téléphone. Et il a vu cette technologie rentrer au fur et à mesure dans leur maison. Et ça a réellement changé sa vie. Et comme il était talentueux, ses parents ont suivi ses études, il a reçu une bourse pour aller aux États-Unis. Son père a donné 1 an de salaire pour payer son ticket d'avion jusqu'à Silicon Valley. Donc, pour ainsi dire, le gars sait ce que c'est d'être marginalisé. Il est arrivé aux États-Unis comme étant quand même quelqu'un d'Inde. Hein, il n'a pas été intégré tout de suite, sympa, tout va très bien. Il a dû se prouver. Et donc, il comprend mieux que qui d'autre, je crois, l'importance de projets comme Molengeek pour donner des chances à des gens qui, voilà, lui, sans sa bourse ou sans son père qui lui avait donné un an de salaire, hein, c'est quand même costaud pour que son fils aille étudier aux États-Unis. Il faut le mériter, et donc il est beaucoup plus attentif à ce genre de choses. Alors oui, il réussit, et la société fait du bénéfice, mais ce n'est pas ça qui l'excite. Hein. On fait ce qui doit être fait. On fait des produits qui sont utilisés il y a 9 produits qui sont utilisés par plus d'1 milliard de personnes et qui sont, à mon avis, vraiment très utiles à tout un chacun. Et ça nous permet de développer un business et d'être rentable. Mais c'est dans cette direction-là. Et c'est pour ça qu'il est plus intéressé par ce genre de projet-là que d'aller visiter la Commission européenne ou visiter le roi, avec tout le respect que je dois au roi, naturellement. Carpaccio nous dit c'est le boss. Ouais, Sundar Pichai, c'est le boss. En effet. Ah oui, ça pourrait être le boss, c'est vraiment le gros boss. Oui, même pour moi, c'est la première fois que je le voyais, d'aussi près, pour ainsi dire, hein, puisque même pour moi, c'est quand même quelqu'un qui est à quelques échelons au-dessus. Oui. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas à nous écrire, on vous lit en live dans le chat. Moi, je vous lis, je vous suis. Histoire, vous pouvez poser toutes vos questions à Thierry Guerre. C'est le moment, c'est l'instant, il faut en profiter. Donc, je vous lis. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de Google. Alors, j'ai entendu lors d'une récente interview que tu as donnée, tu parlais beaucoup de l'importance de l'impact sociétal de Google. J'aimerais que tu nous en parles un peu plus. Mais notre mission est de donner l'accès à l'information à tout un chacun et de le rendre utile. Et ça, il ne faut pas sous-estimer ça. Hein. Je crois que pour les gens qui ont fait des études ici en Belgique, bon, accès à l'information, ils l'avaient plus ou moins déjà. Ouais. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Aujourd'hui, si un réfugié syrien arrive en Belgique, il est complètement paumé, grâce ne fût-ce qu'à un smartphone. Ouais. Ils peuvent rechercher de l'information, ils peuvent faire de la traduction en permanence avec Google Translate. Il y a moyen il y a quelqu'un qui fait parler un Belge et ça traduit en direct. Syrien, en direct. Ouais. Et ça leur permet, avec Google Maps, ils peuvent trouver leur chemin. Avec des outils, ils peuvent rester en contact avec leur famille. Et ça leur permet aussi de trouver de l'emploi, hein, parce que ça permet de traduire des sites en permanence. Et donc, ne sous-estimons pas à quel point la technologie est utile pour des gens qui sont plus démunis. Et ça, nous, on trouve important de servir tout le monde comme utilisateur, indépendamment si vous êtes une personne... Vous savez, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, je ne vais pas gagner beaucoup de publicité à vous montrer quelque chose. Hein, mais quand même, c'est utilisable pour ça. On investit pour l'instant énormément pour développer l'accessibilité en Afrique, où on rend le smartphone meilleur marché. On essaie de sortir un smartphone en dessous de 50 € et rendre les produits accessibles avec une bande passante plus basse. Et c'est un élément de Google que je crois dont on ne parle peut-être pas assez.
parce déjà, qu'en le Belgique, on voit Pixel surtout est en la grosse dessous, société qui est devenue ouais. grosse et riche, et pourtant elle fait encore toujours ce même métier de base. Ouais, ouais, ouais. Mais déjà, le smartphone en dessous de 50 euros, c'est incroyable. C'est juste la révolution. Oui, Mais déjà, le Pixel est en dessous de 200 euros. Enfin, c'est déjà très accessible. oui, Et on a oui, aussi le Chromebook en dessous de 400 euros, oui. il me semble. Donc, ça reste finalement des outils qui sont très accessibles. Mais par exemple, donc pour un élève à l'école, avoir un laptop, c'est quand même un gros investissement. Exactement, oui. Et donc effectivement, avec un Chromebook, on va même en dessous des 300 euros pour un produit de base. Et surtout, il n'y a presque pas de logiciel là-dessus. C'est un laptop qu'on ouvre, et avec Google Educ, il y a moyen d'avoir accès à tous les produits sans devoir payer des licences, ce genre de choses-là. Et donc ça, je crois que c'est très important que nos jeunes aient accès à cette information-là, même si ça passe payer un PC à 2000 euros. Oui. Ouais. Et est-ce que tu peux... Alors, on a parlé du boss, mais toi, tu es quand même le boss en Belgique et au Luxembourg. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton job? En quoi ça consiste? C'est quoi une journée type? Bon, là, c'est un peu particulier, mais en tout cas, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton job de CEO de Google? La journée type, c'est peut-être justement qu'il n'y a pas de journée type. En tant que responsable d'une société, vous êtes très dépendant de ce qui se passe dans le côté des lancements de produits de notre côté, mais aussi en fonction de l'actualité ou de ce que les médias veulent parler de nous ou pas parler de nous. Mais disons, je pourrais dire que je suis aussi un peu l'ambassadeur de Google en Belgique, mais de la Belgique à l'intérieur de Google, ça va dans les deux sens. Donc, autant je représente Google quand je suis en Belgique, autant dans toutes les réunions internationales, je représente la Belgique à l'intérieur de Google pour attirer des investissements pour le data center ici à Glun, donc près de Mons, et que la Belgique soit sur la carte d'une société comme ça, c'est aussi importante, fait le lien avec Molengeek. Tout ça, ce genre de choses-là. Alors, je dirige une équipe comme dans une société normale. Pour l'instant, je suis de chez moi, mais normalement, je suis à Bruxelles, où on a le marketing, les affaires légales, tout ce qu'une société, entre guillemets, normale a. Les produits ne sont pas développés en Belgique, en tout cas pour l'instant. On n'a pas de développeurs en Belgique en tant que tel. Qu'est-ce qui se passe vraiment en Belgique pour Google? Alors, le plus important, c'est le centre de data. C'est quand même le premier centre de data de Google en dehors des États-Unis. Et c'est le plus grand. Est-ce que tu peux un peu expliquer peut-être le centre de data pour certains qui nous regardent? Okay. Alors, quand on fait une recherche sur Google, on a l'impression que ça répond tout seul. En fait, ce qui se passe, c'est que votre recherche part via le Wi-Fi ou via la 4G, part vers le câble jusqu'à Saint-Guilain. Et là, on compare votre demande par rapport à 3 milliards de pages web. Et puis, on renvoie la réponse au travers des câbles, puis via le Wi-Fi jusqu'à votre téléphone. On a 200 millisecondes pour faire cette réponse, qui est quand même technologiquement assez incroyable. Incroyable, ouais. Et donc, ça arrive dans un centre de data. Et un centre de data, c'est un Ikea, plein d'ordinateurs. Il n'y a rien d'autre que des ordinateurs, du plancher au plafond, il y a des ordinateurs, des couloirs entiers d'ordinateurs. Pourquoi? Parce que pour pouvoir donner cette réponse aussi rapidement, on a copié tout le web et on le copie en permanence. Donc, si vous faites une nouvelle page web, on la copie pour pouvoir l'indexer et pouvoir répondre rapidement à cette demande. Mais aussi, si vous faites une photo sur Google Photos, on va garder cette photo. Et donc cette photo est sauvegardée dans un ordinateur au centre de data à Glun, sauvegardée plusieurs fois pour que si jamais il se passe quelque chose, on retrouve toujours la photo. Et donc voilà, il y a une énorme capacité de calcul et de stockage pour toutes les datas des utilisateurs. Et c'est pour ça que c'est super protégé, parce que naturellement, il y a ce qu'il y a de plus cher au monde, c'est les datas de nos utilisateurs qui sont protégés dans les centres de data. Eh bien, moi j'ai imaginé un Ikea avec plein de robots. On nous dit, Black Rucade nous dit, un centre de data, ça consomme beaucoup. Point d'interrogation. Oui. Alors ça consomme beaucoup d'électricité. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez très bien, l'ordinateur, ça chauffe. Et donc il faut refroidir le centre de data aussi. Ceci dit, notre centre de data consomme 6 fois moins que des centres de data d'une société standard. Pourquoi? Parce qu'on a inventé plein de méthodes pour ça. Par exemple, il fait très chaud dans notre data center. En plupart des data centers, il fait souvent froid, et donc il faut refroidir très froid. Chez nous, ça peut monter jusqu'à 34 degrés à l'intérieur, de telle sorte qu'on ne doit pas trop refroidir. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'ensemble de l'électricité que nous utilisons pour tout le centre de data au monde, il y a quand même 13 centres de data qui utilisent beaucoup d'électricité, mais toute cette électricité est 100% renouvelable. Donc, depuis 2017, si vous faites une recherche sur Google, vous utilisez de l'énergie du soleil et du vent. Et ça, j'en suis très très fier.
parce que ça permet de dire que la digitalisation permet réellement de régler aussi le problème climatique, puisque si vous dématérialisez quelque chose, vous n'êtes plus obligé de le produire en plastique. Ça se passe au niveau des data centers, et ceux-là sont totalement verts. Donc, on parvient enfin à résoudre le problème quand même essentiel du réchauffement climatique. Est-ce que vous saviez, vous, que depuis 2017, Google était passé en 100% vert? Dites-moi quoi dans le chat, parce que c'est quand même assez impressionnant comme information. Donc là, on va passer sur quelques questions pour en savoir un peu plus sur toi. Ok. Alors, on m'a dit que... Je m'inquiète. Il paraît que tu as un point commun avec nous. Il paraît que tu as une histoire avec Molenbeek. Oui, j'étais... Il a eu peur, là il a soufflé, il a dit... Ça tombe avec, comme on dit à Bruxelles. J'étais directeur d'une blanchisserie industrielle à Molenbeek. Molenbeek. Oui. Okay. Ça date de... c'est il y a 3 siècles. Ça doit se situer en 1995, je crois, 1995-1996. Tu étais entrepreneur genre... Non, j'étais jeune diplômé d'université et j'avais commencé comme jeune cadre dynamique dans une blanchisserie industrielle. Tous mes copains m'avaient déclaré complètement fou. Mais du coup, comme je travaillais dans une blanchisserie industrielle, oui, comme j'étais un peu plus intelligent que les autres, donc j'ai pu rapidement monter les échelons et je me suis trouvé à 27 ans directeur général d'une blanchisserie industrielle. Avec 100 personnes, des camions, de l'informatique, enfin tout à gérer. Alors ça dépendait d'un groupe américain déjà à l'époque, mais j'étais très autonome avec mon blanchisserie industrielle et c'était assez incroyable. J'ai énormément appris là, surtout au niveau effectivement du contact avec les collaborateurs qui venaient à Molenbeek aussi de toute origine. J'avais à un moment 17 différentes nationalités dans l'usine et ça se passait au fait fort bien. Mais en 1996, j'ai dû envoyer mes rapports de production aux États-Unis via un mail. Et ça, vous ne pouvez pas imaginer. C'était une première, ça c'était. C'est une première, on était à l'ère du fax quand même. Hein, donc, et instamment, on reçoit des instructions très compliquées pour envoyer un mail. Et j'envoie mon mail et je me dis, ça, c'est fantastique. Et donc, j'ai quitté mon job de directeur général pour recommencer au bas de l'échelle dans les médias, pour apprendre ce que c'était ce nouveau média qui était Internet. Donc tu n'es pas resté longtemps, tu as vite basculé vers des métiers technologiques. Oui, j'ai travaillé 5 ans dans ma blanchisserie industrielle et je crois que c'est quand même important de dire qu'on peut changer de voie à un certain moment dans sa carrière. Je crois que c'est très difficile en tant que jeune sortant des études ou même sans études. Qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie? C'est très compliqué. Par exemple, mes parents étaient médecins, donc j'avais tendance à aller étudier la médecine et puis en dernière minute, je me suis dit... je n'ai pas du tout envie de faire la médecine. Et donc, j'ai été faire autre chose. Mais en sortant de là, je n'avais pas la moindre idée, comme j'étais éduqué dans une famille de médecins, ce que c'était une entreprise. Moi, j'aurais adoré, en tant que jeune, pouvoir découvrir Molenbeek, par exemple. Ça, j'aurais trouvé fantastique. Et donc, je n'ai pas eu cette possibilité-là. Donc, j'ai d'abord dû faire 2-3 erreurs avant de trouver mon dada, qui était manifestement la digitalisation. Tu dis dans ton livre que... il est très peu probable que tu exerces un métier qui soit lié à ton diplôme. Voilà, ça c'est mon bouquin. Pourquoi la digitalisation nous rend plus humains. Bravo pour la promo, merci. Il faut un diplôme doit être une ouverture d'esprit. On doit étudier pour s'ouvrir l'esprit. Et pas pour se coincer dans une certaine direction. Parce qu'à mon avis, quand on est jeune, il faut... Voilà, à moins qu'on ait trouvé sa vraie passion, il y a des gens qui, si on adore travailler le bois, il faut être menuisier, et ça, il n'y a pas de raison d'aller faire autre chose. Par contre, je crois qu'aujourd'hui, nos études en Belgique, on a un bon niveau d'études, mais un très mauvais niveau de découverte de passion. Okay. Et donc, veut dire, moi je connais un menuisier auquel on a quand même essayé d'apprendre le latin d'abord. Hein, donc, il n'en avait rien à faire, ça l'a rendu aigri des études. Si on l'avait mis directement en menuiserie, il aurait été ravi toute sa vie. Et ici, il s'est transformé à 50 ans. Il a finalement abandonné la carrière qu'il détestait pour se mettre comme menuisier. Et aujourd'hui, il me dit, je siffle dans mon atelier, j'adore ce que je fais. Et donc, trouver sa passion, c'est le plus important. Et tu penses que depuis lors, ça a beaucoup changé?
Le système éducatif S'il y a un truc qui n'a pas trop changé, c'est malheureusement ça. J'ai repris le programme de mes études d'université en main il y a 1 an ou 2. Ça n'avait pas changé en 30 ans de temps. Et ça, c'est très inquiétant, naturellement. Ouais. Et donc, voilà, le message aux jeunes, c'est, voilà, ça reste quand même un bon niveau d'études, mais voilà, il faut être très à l'écoute de choses en dehors de ça aussi. Ouais. Sinon, quel type de consommateur tech es-tu? Est-ce que tu es du genre à avoir une smartwatch? Un smartphone, 2 smartphones? Non, je ne suis pas un nerd du tout. Ah ouais? Non, pas du tout. Je ne suis pas ce qu'on appelle un early adapter. Hein. Donc, je suis très mauvais dans les gadgets qui ne sont pas encore au point. Je suis très mauvais. Je vois plein de collaborateurs chez Google qui font ça beaucoup mieux que moi, donc j'observe ce qu'ils font. Et à partir du moment où ça commence à stabiliser un petit peu, je prends. Okay. La smartwatch, j'ai eu et j'ai jeté par la fenêtre. C'est vrai? Ça t'a pas du tout plu? Non, pourquoi? Parce que du coup, j'étais totalement scotché sur mes mails tout le temps. Ouais. Hein. Donc, et ça, j'écris dans Digitalis, il faut rester maître de la technologie. La technologie est là pour nous aider, elle ne peut pas être envahissante. Ouais. Et pour moi, la smartwatch, c'était très envahissant parce que même si je serais ici, je serais quand même en train de garder ma smartwatch, alors que mon smartphone, je peux le mettre dans ma poche, je le mets sur silencieux et j'ai la paix. Donc, pas de smartwatch, pas de Fitbit. J'ai installé à peine pendant les vacances de Noël un thermostat intelligent et des alarmes intelligentes dans ma maison. Donc, ce n'est pas très récent non plus. Mais je crois que c'est bien parce que sinon, je serais un espèce de martien qui connaît toujours le dernier truc. Et donc, je suis plutôt un vieux schnock qui adopte la technologie au moment où elle est prête pour être utilisée par, je crois, tout le monde. Et ça me donne parfois un petit peu du fil à retordre chez Google. Mais du coup, je crois que je suis plus crédible par rapport à un chef d'entreprise en Belgique qui n'est pas non plus toujours en dernier de choses, où je peux parler de ce qui fonctionne réellement et les choses qu'il faut adopter parce qu'ils sont utilisés aujourd'hui par 90% des gens. Il y a Black Rucat qui nous dit « C'est impressionnant quand même, on ne s'imagine pas ». Il nous dit « Molenbeek est le départ des meilleurs en fait ». J'adore. J'adore. Mais Charleroi est aussi le départ des meilleurs. Je crois que c'est peut-être ça qu'il faut... alors Molenbeek, c'est très très bien, mais il y a ce genre de vigie un peu partout. Et il faut que ces gens se disent pas « Oh oui, je suis que de Charleroi » ou « Je suis que de la Louvière » ou « Je suis que de... » Molenbeek. Ce qui a quand même été à Bruxelles, les gens de Uccle pensaient toujours qu'à Molenbeek il ne se passait rien. Quoi. Et maintenant ils viennent à Molenbeek. Et maintenant ils viennent à Molenbeek. et donc peut-être que les gens de Philippeville ici feraient mieux de venir ici et découvrir que ça se passe ici. C'est là qu'il y a ce dynamisme. Donc il y a ça un peu partout, pas que à Molenbeek, mais pas dans les endroits où on pense que ça se trouve. Ouais. Il y a Fouattach qui nous dit « J'aime bien le parcours. Est-ce que le livre est ou sera disponible en digital ?» Il est disponible en digital. La base. Beaucoup de gens m'ont demandé « Pourquoi vous faites un livre sur papier si vous parlez digital ?» C'est parce que je veux parler à ceux qui ne comprennent pas le digital et ceux-là livrent encore des livres. Mais donc c'est disponible en toutes les formes digitales possibles, Kindle et autres, naturellement. Il est disponible en français et en flamand, pas encore en anglais malheureusement, mais ni en d'autres langues. Ça pourra encore venir. Le premier est disponible en anglais et en chinois, c'est pour ceux qui sont intéressés. Est-ce qu'il est disponible sur Audible? Non, ça pas encore. Non. Je trouve ma propre voix abominable. Donc, je compte en tout cas pas le faire moi-même. Je pourrais demander à quelqu'un de le faire. C'est vrai que je commence à avoir cette question de plus en plus souvent. Alors je me suis dit, je vais commencer par faire des podcasts. Donc j'ai pas mal de podcasts, vous pouvez écouter. Ça c'est pas mal. Mais j'y réfléchis quand même sérieusement. Alors on nous demande quelle est l'application que vous utilisez le plus souvent? C'est difficile. Quand même Google, ça reste quand même oui, inévitablement c'est quand même... Mais Google, ils ont plein d'applications. Non, mais Google Search. Google Search, Search, ça c'est quand même encore cette possibilité de... Je suis venu plutôt à Charleroi. Comme je suis venu à Charleroi, je me dis, je ne vais pas aller faire le malin sur Charleroi, je vais visiter Charleroi. Donc cet après-midi, j'ai passé toute l'après-midi à Charleroi. Et donc j'ai pris mon smartphone, j'ai dit « Ok Google, qu'est-ce qu'il faut faire à Charleroi ?» Et il m'a conseillé le musée de la photographie. Apparemment, il y a un des plus grands musées de photographie d'Europe à Charleroi. Et bien ça, sans Google, je ne savais pas. Tu serais juste promené sur les terrils. Je me serais juste promené sur les terrils. Et donc, je n'ai pas dû faire de grandes recherches. J'ai décidé ça avant-hier, de dire tout compte fait, je vais libérer mon après-midi et je vais venir à Charleroi. Et même sur place, en se rendant compte qu'on avait encore un petit peu de temps, on peut faire quelque chose. Donc le moteur de recherche est
temps, centrale. que ce soit au niveau éducation, que ce soit au niveau quand on a du temps à tuer, quand on a envie de découvrir la culture, quand on a envie d'apprendre quelque chose. Ça reste, donc pour moi, c'est vraiment l'outil de base. Et alors ça m'amène à plein de choses. Alors j'ai ouvert Google Maps, que j'utilise beaucoup, Google Translate énormément, puisque je passe du français au flamand à l'anglais, mais bon, c'est bien, mais on a quand même besoin d'un peu d'aide. Je n'ai pas toujours un vocabulaire. Le mot éboueur, le dire en anglais et en flamand, c'est quand même un peu compliqué. Et donc Google Translate, je trouve assez fantastique aussi. Ouais. On nous dit, Blague 4 nous dit, moi je dis Sarah peut le lire, elle a une belle voix. Merci vraiment, mais je pense qu'il trouvera... Très joli, bonne suggestion, merci. On prend. Vous faites le flamand aussi Ik spreek een beetje Nederlands, maar ik ben niet Ah, bravo. Ouais. Alors, on va parler du vif du sujet, on va rentrer, ça y est, dans le sujet. Homo digitalis, le turfu, en d'autres termes. Non, je rigole, je blague. Ouais. Alors, je vais vous raconter un peu, moi, les idées qui m'ont un peu bousculée dans ce bouquin, parce que je pense qu'il sert aussi à ça, ce bouquin. Faire réfléchir, je crois. Pas pour le plaisir de bousculer, mais pour faire réfléchir. Ouais. C'est ça. Alors, peut-être avant de commencer, on nous dit où peut-on trouver le podcast Lidipic. Ça dépend lesquels. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs podcasts. Mais donc, on peut te retrouver. Vous allez sur Google, vous êtes podcast Thierry Geerts, et vous allez en trouver, à mon avis, il y en a bien une dizaine. Voilà. Ouais. Podcast Thierry Geerts sur Google et ça va remonter. Alors, la première idée qui m'a un peu bousculée, c'est pour résoudre la problématique climatique, il ne faut pas moins, mais plus de technologie. Donc, c'est un extrait du bouquin. Et ça, c'est la première idée qui m'a. D'ailleurs, je l'ai lu à haute voix, parce que je dis, attendez les gars, écoutez ça. C'est ouf. Oui, eh bien, j'ai fait ça en 2 mots. Il n'y a pas tellement longtemps, pour écouter de la musique, on achetait un CD. Ça, bon, tu es jeune, mais tu te souviens quand même encore qu'on achetait des CD. J'avais mes albums, okay. Donc, on achetait des CD. On trouvait ça tout à fait normal. Oui. Mais bon, les CD, c'est quand même des petites boîtes en plastique. Ouais. Quand on achetait un CD, il y avait un petit emballage en plastique autour qu'on devait acheter, qu'on jetait à la poubelle. Ouais. Et puis, on avait ces boîtes en plastique. On était très fiers, notre salon, on avait plein de boîtes en plastique. Aujourd'hui, on écoute Spotify. On prend un abonnement à Spotify. Ça coûte beaucoup moins cher. Deuxièmement, c'est accessible partout. Et puis, on ne construit plus les petites boîtes en plastique. Ouais. Donc, écologiquement, alors les petites boîtes en plastique, il fallait les transporter. Donc, elles étaient fabriquées parfois aux États-Unis, puis elles allaient sur un bateau, puis elles arrivaient ici. Donc, plus de transport, plus de boîtes en plastique, tout ça, c'est terminé. Donc, on utilise Spotify, qui travaille sur les serveurs de Google, qui n'utilisent pas d'énergie. Donc, on arrive d'un truc qui est terriblement énergivore et polluant à presque zéro. Alors, qu'est-ce qui manque encore? Il faudra s'arranger que l'outil, votre téléphone, soit plus recyclable et mieux recyclé. Ceci dit, il est quand même très recyclé. Il y a une société en Belgique qui s'appelle Umicore qui recycle toutes les batteries, toutes les parties d'un smartphone. Et puis, il y a encore l'électricité à la maison, parce qu'on charge encore son appareil à la maison. Et donc, il faut investir dans la transition énergétique de la Belgique, pas uniquement du data center de Google, mais aussi pour l'appareil. Mais au moins, c'est possible. Tout ce qu'on fait avec du pétrole, ça, c'est jamais gagnant. On ne sait jamais un jour espérer que ça devienne du pétrole fait avec du soleil quand même, ça ne va pas fonctionner. Oui. Et donc, d'abord, dématérialiser permet de ne plus devoir produire, et tout ce qui est électrifié peut être fait avec de l'énergie verte. Il ne faut pas oublier que le soleil nous donne tous les jours plus d'énergie qu'on a besoin pour toute une année. Donc, il n'y a aucun problème, il faut juste apprendre à capter cette énergie. Et dans des panneaux solaires, c'est bourré de technologie. Pour bien utiliser des panneaux solaires, il y a des régulateurs qui sont des senseurs digitaux. Et donc, la technologie digitale, ce n'est pas que les réseaux sociaux, c'est toute la transformation de toute la technologie jusqu'à comment est-ce qu'on contrôle les panneaux solaires. J'avais lu lors d'une interview que toi-même, tu es passé à l'énergie solaire pour chez toi et que tu étais quasi à zéro en termes de... Oui. Je ne dis pas de bêtises. Non, absolument. Pour ma maison, je suis à zéro. J'ai encore toujours le chauffage que je n'ai pas encore transité, mais que je compte bien faire. Et je roule aujourd'hui à l'électricité aussi. Et du coup, ça demande de planifier un petit peu. Ça permet de rappeler à la RTBF que leur borne est difficile à utiliser ici. Mais je ne peux pas venir charger. Mais ça va très très bien. Avec un peu d'organisation, on s'est très bien chargé. Et au moins, on ne pollue plus à l'intérieur des villes. Donc, c'est quand même intéressant. Alors, on peut regarder comme un martien, comme ça, quand il y a une voiture silencieuse qui circule à Charleroi. C'est tellement plus agréable. Claire. Et je pense que c'est bien de rappeler une chose, parce que Fatima Case nous dit, et data center, ça pollue aussi. Mais peut-être que tu viens d'arriver, on en a parlé en début. Oui, ça pollue plus. Ça pollue, en tout cas. Enfin, plus les nôtres. Pas chez Google. Pas chez Google, Pas chez Google, Alors, la deuxième
affirmation de ton bouquin qui m'a aussi un peu titillé. Et c'est nous deviendrons plus humains grâce à la technologie. Oui. Du coup, d'où le titre Homo Digitalis. Oui. Et ça, je pense que c'est la première chose qui surprend quand on ouvre le bouquin. Ouais. Et c'est effectivement donc le contraire de ce qu'on pense et de ce que parfois les médias nous font croire. Et pourtant, quand on y réfléchit un petit peu, c'est quand même beaucoup plus humain. On a aujourd'hui quand même 93% des Belges qui ont accès à une encyclopédie. Il y a à peine 20 ans, l'encyclopédie était un truc sur papier qui était uniquement accessible à ceux qui savaient se payer. Une encyclopédie à 1 500 € quand même. Ou alors il fallait aller jusqu'à la bibliothèque pour aller chercher une bibliothèque. Donc l'accès à l'information est devenu gratuite pour 93% des Belges qui ont accès à l'Internet. Maintenant, il faudrait arriver à 100%, mais c'est quand même fondamentalement plus humain de pouvoir accéder à ce savoir du monde entier par rapport à tout le monde et pas uniquement une certaine élite qui peut le faire. Ouais. Deuxième exemple par rapport à la digitalisation, c'est que à cause de la pandémie, tout le monde travaille à la maison grâce à la digitalisation. Imaginez-vous la pandémie de l'année passée, enfin, qui nous touche maintenant, sans digital. Alors du coup, l'économie serait carrément à l'arrêt, il n'y a plus moyen d'étudier, et on n'aurait plus du tout de contact avec nos proches. Et donc, on a quand même, grâce à la technologie, on a su passer au travers. Par exemple, pour moi, je suis plus obligé de faire Bruxelles-Anvers grâce au fait que je peux faire de la vidéoconférence. J'ai gagné 2 heures par jour quand même. Et donc, 2 heures par jour, j'ai décidé de ne pas travailler plus dur, mais j'ai décidé d'investir mes 2 heures à dormir plus, à suivre quelques cours supplémentaires et à être plus souvent avec ma famille. Et donc, c'est fondamentalement plus humain. C'est soigner sa santé, c'est humain. Soigner son développement personnel, c'est très humain. Et être avec ses proches, c'est très humain. Avec le digital, on peut être proche aujourd'hui avec ses proches qui habitent la rue d'à côté, qu'on ne peut plus voir, on peut quand même les voir avec le digital. Mais même une tante qui serait partie à 2000 km de Charleroi, on peut quand même la contacter comme si elle était derrière le coin. Ouais. Et donc on peut contacter aujourd'hui 4 milliards de personnes comme si on était tous ensemble ici à Charleroi. C'est quand même génialement humain. Alors ça ne remplacera pas de pouvoir aller prendre un verre ensemble. Mais ça, je crois que la technologie n'a jamais eu cette prétention-là. Et ça, dès que la pandémie aura terminé, on va continuer à le refaire, mais on le fera en étant des humains connectés avec 4 milliards d'autres humains, avec lesquels on échange des idées, avec lesquels on peut échanger de l'information, et on peut avoir un meilleur développement et une meilleure santé. Et donc j'explique dans le bouquin, pas par pas, pourquoi ça améliore notre santé, pourquoi ça améliore notre développement personnel. Mais ceci dit, pour réussir ce challenge de le faire plus humain, il faut naturellement maîtriser la technologie. Si vous êtes tout le temps sur votre smartphone à suivre tous les médias sociaux et que vous ne parlez pas avec vos amis, même si vous êtes en train de boire un verre avec eux, ça, ce n'est pas très humain. Oui. Et ce n'est pas la faute à la technologie, c'est la faute à la façon dont on utilise la technologie. Ceci dit, la technologie a aussi sa responsabilité, hein, ça, il ne faut pas l'oublier. Mais quand on apprend à maîtriser la technologie, ça rend réellement plus humain. Est-ce que ça vous fait le même effet que moi? Parce que c'est clairement, ici, les 2 points que j'ai cités, c'est vraiment des images qui sont très ancrées. Technologie, c'est justement anti-humain, c'est le monde très fiction, le monde de demain robotisé, machin et tout. Donc là, pour moi, ça donne vraiment une claque. Et si on nous dit... Encore un élément que je voudrais rajouter, c'est que le digital remplace au fait les tâches répétitives et inintéressantes et laisse à l'humain la créativité, l'interaction et le contexte, qui sont des choses beaucoup plus intéressantes. Et donc, ça va nous donner aussi des métiers beaucoup plus intéressants et des métiers moins dangereux. Vous savez, on peut envoyer un être humain pour aller régler le problème de Fukushima, mais ça va être un petit peu gênant. On peut envoyer un robot totalement autonome qui peut régler le problème. Moi, je préfère quand même que ce soit le robot autonome qui le fasse. Et grâce à ça, on va résoudre ce genre de problème-là. On en parlait, on avait organisé ici un débat sur l'intelligence artificielle, que finalement, il y a des métiers qui vont disparaître, des métiers beaucoup de répétition, des métiers, des trames qui vont se conduire tout seuls, etc. Mais justement, finalement, libérer un peu plus ce cerveau humain et lui permettre de développer sa créativité et ses dons, finalement, qui ne le sont pas quand on exerce ce genre de métier, parfois. Et surtout, on a parfois dur à trouver ces métiers aujourd'hui. Hein. Donc, par exemple, on peut dire, voilà, l'intelligence artificielle va remplacer le chauffeur de bus. Alors, premièrement, ce n'est pas tout de suite, ça va quand même prendre un temps, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne trouve plus assez de chauffeurs de bus. Il n'y a plus personne qui veut faire ce métier-là. Ou chauffeur de camion. Hein, c'est quand même très désagréable de partir pendant 2 semaines dans un camion et de dormir dans son camion. Tout à fait.
Et c'est quand même dangereux. Hein. On donne à un jeune de 25 ans qui a à peine son permis, on donne un truc à 10 tonnes qui fait du 90 à l'heure, c'est un engin de mort. Dans 50 ans, on va se dire, mais comment est-ce possible que l'être humain roulait avec un camion? Ouais. Et on a bien prouvé entre-temps que ça crée suffisamment d'autres emplois pour le fait qu'il n'y aura personne sur le carreau à cause de la digitalisation. Je rappelle quand même que la digitalisation a commencé il y a 25 ans et qu'aujourd'hui en Belgique, juste avant la pandémie, parce que la pandémie est quand même un autre facteur qui n'a rien à voir avec la technologie, juste avant la pandémie, il y avait plus de Belges au travail que jamais auparavant dans l'histoire. Et ça, pour une raison ou pour une autre, les médias, les politiciens ne vous le disent pas, mais il y avait plus de monde au travail que jamais auparavant dans l'histoire. Alors ça ne veut pas dire qu'on a réglé le problème du chômage, mais on a quand même fait travailler beaucoup plus de monde que par le passé, alors que ça fait 25 ans qu'on digitalise. Donc la digitalisation crée de l'emploi et n'en tue pas. Actuellement, ça change l'emploi et ça demande à tout le monde de pouvoir suivre. Et donc il est important que 100% des Belges apprennent à utiliser ce digital parce que tous les emplois seront digitaux demain. Digitaux, d'une façon ou d'une autre. Ouais. Black Rucat nous dit « Ça change d'entendre ce genre de discours. On diabolise tellement le digital qu'on a tendance à oublier que ça nous facilite la vie. » Merci. Voilà, bravo. Voilà, tu as résumé les livres. On y va, on termine l'émission. Non, mais c'est exactement ça. Alors, la troisième affirmation qui m'a aussi... je me suis dit « What ? Qu'est-ce qui va se passer plus tard ?» C'est quand tu dis « Les smartphones vont disparaître. » Ouais. C'est la première fois que j'entendais ça. Ouais. Et bien ça, c'est probablement la citation qui ressort le plus des réactions du livre. Au fait, le smartphone, c'est super utile, super pratique, mais c'est aussi très envahissant. Par exemple, pour venir, pas dans mon cas, mais si quelqu'un veut venir ici à Charleroi, va, avant de rentrer dans sa voiture, prendre son téléphone, faire une recherche pour l'adresse de l'RTBF Charleroi, ou bien encoder RTBF Charleroi lettre par lettre, et puis ouvrir US et mettre ça à côté de son tableau de bord. Ouais. Ouais. Alors, premièrement, c'est un peu dangereux parce que ça ne s'attache pas très bien, hein, ça tombe parfois par terre. Ouais. Mais bon, admettons que ça reste là et que ça me montre le chemin vers la RTBF Charleroi. Pendant ce temps, ça me montre aussi mon flux de médias sociaux, mes mails, etc. Ouais. Et donc, on est en permanence distrait et on fait ça. Donc, ça crée des accidents. Or, une voiture connectée aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, peut très bien, quand vous rentrez dans votre voiture, vous dites à votre voiture, amenez-moi à mon prochain rendez-vous, il ne faut même pas dire où, puisque la voiture connectée, c'est connecter l'agenda, et donc c'est que j'ai un rendez-vous à la RTBF, recherche l'adresse, ouvre ES et m'amène à la RTBF sans montrer aucun autre sujet non intéressant ou non relevant pour conduire. Autre exemple. Donc dans ce cas-ci, le smartphone est remplacé par le système dans la voiture. Voilà, et donc on arrive à un monde connecté, ça s'appelle le ambient computing. Alors ça c'est un mot un peu sophistiqué, c'est l'informatique omniprésente. Au lieu d'avoir toute son informatique uniquement dans son téléphone, on met une puce électronique dans tout ce qui est relié à l'électricité. Et donc par exemple, cet écran-ci peut être un écran connecté, et si je parlerais par exemple d'une recette de cuisine, je dirais montrez-moi la recette de cuisine, et l'écran comprend ma voix, et ouvre la recette de cuisine, au lieu de devoir encoder recette de cuisine sur mon téléphone et puis montrer ma recette de cuisine. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, on peut utiliser la voix pour faire des recherches, et grâce à la connectivité omniprésente, tous les objets autour de moi peuvent faire ce qu'ils doivent faire sans que je sois obligé d'envoyer ma télécommande. Je crois que même si on regarde un grand écran de télé, la télécommande n'a jamais été un outil que les gens ont adoré. Hein. Oui, la plupart, combien de boutons sur la télécommande vous avez utilisé pas, ouais. Il y a probablement 20 boutons sur une télécommande, on en utilise 4, 5, et donc ce n'est pas très efficace. Et donc le même problème avec le smartphone. Le smartphone est devenu votre télécommande pour votre vie, mais du coup c'est la télécommande. Donc si on perd la télécommande, drame à la maison quand la télécommande est partie dans les coussins, imaginez-vous votre vie sans téléphone, c'est impossible. Eh bien, il faut que ce téléphone redisparaisse. Alors, il ne va pas partir du jour au lendemain. Hein. C'est pas que, on n'a pas inventé un super gadget qui fait que demain, vous pouvez laisser votre téléphone à la maison. C'est le fait que déjà, aujourd'hui, il y a certaines applications pour lesquelles on n'est plus obligé de prendre son téléphone parce que le frigo est connecté, parce que sa voiture est connectée, parce qu'on peut parler à des écrans, parce que l'écran est connecté avec le téléphone. Et ça va vous permettre au fur et à mesure de faire disparaître son téléphone. Et donc on est arrivé au maximum d'utilisation du téléphone. On le prend 150 fois par jour en main. Waouh. C'est affreux. Tu dois essayer, à mon avis, tu arrives au-dessus. Oui, j'en suis sûre. Et donc il faut que ce truc redisparaisse. Parce que la technologie, une fois, est là pour nous aider et pas pour être dans notre chemin. On est au café ensemble et on paye l'addition.
je suis en train de bavarder et je veux payer avec mon téléphone, je paye avec mon téléphone, du coup, je vois qu'il y a un appel de médias sociaux et je suis connecté. Et t'es parti. Et ça, c'est pas le but quand même. Je regarde le chat, ça bouge beaucoup, on réagit beaucoup à ce qu'on est en train de dire. En tout cas, voilà, je vois que ça fait le même effet que moi, ça vous bouscule aussi, donc c'est bien, c'est qu'on est en bon chemin. Alors, une autre affirmation, c'est que ça, c'était assez drôle. Je ne sais pas si c'est drôle, ironique, je ne sais pas. Au départ, la tech, c'est un truc de fille. Oui, absolument. J'étais là, ok, pourquoi non, je ne suis pas d'accord, pourquoi ça a changé? En fait, au départ, les mathématiques étaient un truc de femmes. Les métiers lourds étaient gardés pour les hommes. Hein. Les hommes allaient à la guerre et les mathématiques étaient considérées un peu comme un truc moins important, mais les femmes étaient très bonnes et sont d'ailleurs encore toujours très bonnes en mathématiques et donc développaient ça. Et donc, même en guerre, hein, la balistique était calculée par les femmes. Et donc, en informatique, c'est développé au départ. C'était beaucoup d'informatique, beaucoup de mathématiques, l'informatique. Oui. Et donc, c'est des femmes qui développaient l'informatique. Et ce n'est que quand ça a commencé à devenir un peu sérieux que les hommes ont commencé à reprendre la mainmise. Grosse erreur, parce qu'encore toujours, les meilleures mathématiciennes au monde sont encore toujours des femmes, et beaucoup de très très bonnes informaticiennes sont femmes. Par contre, entre-temps, l'image est devenue très machiste et donc beaucoup de femmes ne vont pas faire des mathématiques ou ne vont pas faire d'informatique parce qu'elles pensent c'est des freins que c'est un truc pas pour elles. Oui. Et donc il faut d'urgence corriger ça. Et donc il faudra par exemple que les jeunes filles soient en contact avec la technologie beaucoup plus tôt, qu'elles apprennent à jouer avec les technologies au moment, à 6 ou 7 ans, on joue avec la technologie. À ce moment-là, la technologie est très neutre. Les petits garçons et les petites filles jouent de la même façon avec la technologie. Ce n'est qu'à un certain âge que cette différence apparaît à cause d'un bias de société. Tu disais dans ton livre qu'avant 12 ans, quand on apprend quelque chose à un enfant, ça devient quelque chose de très naturel, quelque chose de normal, et après 12 ans, ça devient quelque chose de nouveau. Oui, oui. C'est quoi la définition de technologie ? Oui. Est-ce que pour toi, un téléphone... Non, l'électricité, c'est la technologie ? Voilà, je crois que je vais dire des bêtises. Oui, j'imagine que c'est de la donc technologie. t'imagines, il faut déjà réfléchir pour que ce soit... Non, en fait, on appelle technologie tout ce qu'on a appris après ces 12 ans. Okay. Hein? Donc par exemple, pour moi, le fait qu'il y ait un téléphone avec un fil, hein, je n'appelle pas ça de la technologie, j'appelle ça normal qu'il y ait moyen de téléphoner. Par contre, le fait qu'il y ait moyen de téléphoner sans fil, ça je trouve de la technologie. Okay. Pourquoi ? Parce que c'est rentré dans ma vie quand j'avais déjà 30 ans, un truc comme ça. Donc, et donc on voit ça dans l'histoire. La technologie, c'est un mot qui évolue avec le temps. Hein. La première fois que j'ai vu un fax, je trouvais que c'était une énorme technologie. Mais les enfants qui sont nés avec un fax ont dit que c'était un vieux truc, on va acheter ça à la poubelle et on va faire autre chose. Et aujourd'hui, ils savent plus ce que c'est. Alors, donc, quel est le moment phare ? C'est un petit peu quand on débarque la puberté, qu'on a perdu ses yeux d'enfant, oui. La magie des yeux d'enfant. Et donc on voit comme les enfants utilisent un smartphone comme si de rien n'était. Le Google Home qu'on actionne avec la voix, nous on a dur à parler contre une machine. On n'a jamais fait ça. Si vous donnez un Google Home à un enfant, mais il pose toutes les questions de la Terre. Hein. Ouais. C'est quoi la distance de la Terre à la Lune ? On est quel jour aujourd'hui ? Et puis, il y a un enfant qui disait instantanément, quand j'ai une question, je ne demande plus à papa, je demande à Google parce que lui, au moins, il répond toujours. Il n'en a jamais marre. Hein, parce que c'est vrai qu'un enfant de 3-4 ans qui pose des questions, c'est parfois un peu... Et Google, il répond, continue à répondre sans aucun problème. Donc, la technologie, c'est question d'âge, d'émerveillement. Et donc, il faut apprendre à coder, il faut apprendre à utiliser ces technologies avant 12 ans. Mais il y a encore un problème, c'est que les filles ont leur puberté plutôt que les garçons. Okay. Et donc, si on apprend, disons, à 12 ans en humanité la technologie, c'est encore juste à temps pour que les garçons considèrent ça comme un jeu, c'est trop tard pour les filles. Okay. Et donc, il faut absolument apprendre en primaire à jouer avec la technologie. Ce qui n'est pas encore gagné. Non, ce qui n'est pas encore gagné. Je lis un peu les réactions, ça va un peu dans tous les sens. Vive Twitch. Alors, la dernière affirmation qui m'a aussi un peu... je me suis dit, ça fait du bien de dire ça aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de buzz autour de ça ces derniers temps. La data, c'est surcoté. Et beaucoup disent la data, c'est le nouvel or de la révolution. Et au fait,
on produit en permanence plein de data. Le fait qu'on est ici, ok, si vous avez Google le saura, mais Proximus le sait aussi. Si vous faites, je ne sais pas quelle action, la banque saura ça aussi, etc. Donc en fait, c'est une information relativement omniprésente que tout le monde peut avoir et que vous en prévenez. Et en plus, c'est très futile. C'est important que savoir que je suis à Charleroi aujourd'hui, mais que j'ai été à Charleroi demain, c'est totalement inintéressant puisque je ne serai plus à Charleroi. Donc je n'ai plus rien à acheter à Charleroi ou à faire sur Charleroi. Donc c'est ça disparaît directement. Et donc la data, c'est utile naturellement. On a besoin de data pour créer du savoir-faire, de la créativité, mais ce qui a vraiment de la valeur, c'est l'utilisation de la data. Par exemple, si Google perdait toutes les data, hein, tout le monde dit Google est riche parce que vous avez beaucoup de data. Ouais. Mais donc on perd tout. Hein. Il y a un truc qui se passe, il y a un cataclysme, on perd tous les data. Un mois plus tard, on recommence comme si de rien n'était. On redémarre, on est parti. Par contre, si Molugeek nous pique tous nos ingénieurs, on fait faillite. On est totalement incapable de créer de la valeur sans ingénieur. Par contre, on sait la data qu'on perd, on peut la recréer. Hein, parce que l'un est volatile. La data, ce n'est plus quelque chose qu'on met dans des bouteilles. C'est un fleuve en permanence de data. Par contre, il faut des pêcheurs qui puissent attraper les éléments de data qui sont utiles. Et chez Google, on essaie même d'avoir moins de data. On essaie de limiter le nombre de data qu'on utilise parce qu'en fait, on n'a pas besoin de beaucoup de data pour être relevant. Et on trouve ça éthiquement irresponsable d'utiliser trop de data. Donc on se dit non. Si par exemple, pour aller de Bruxelles à Anvers via une application, on a besoin de savoir où vous êtes, eh bien à ce moment-là, on aura besoin de cette data de géolocalisation, mais alors n'utilisons pas à un autre moment. Et je crois que ça, c'est une nouvelle ère du digital qui va être beaucoup plus respectueuse de la vie privée, d'utiliser moins de data. Et donc, pour les entreprises ou les gens qui nous écoutent, le clou n'est pas de rassembler le plus possible d'informations. Le plus, c'est de faire quelque chose d'utile avec l'information. Est-ce que vous parvenez à faire un service dont le client dit « Waouh, ça c'est vraiment génial ». Pour ça, vous avez besoin de data, parce que ça va devoir être personnalisé. Mais c'est le wow qui est important. Ce n'est pas le fait que vous avez 200 octets de data qui va faire que vous êtes plus riche. Alors, si vous aussi, ce que vous entendez, ça vous surprend aussi, enfin, c'est la première fois que vous entendez ça et que vous voulez en savoir plus, finalement, sur cette autre manière de voir le digital. Homo Digitalis, c'est tadam, il n'y a pas une petite musique là, tadam, le nouveau livre de Thierry Geertz qui est, vous voyez combien je l'ai noté, il est pas mal, il est très accessible, il est facile à lire, on apprend tellement de choses, tout est réuni, plein de secteurs, plein d'éléments, on parle du digital, mais du digital de manière assez globale, donc on peut plus dire digital, hein, c'est numérique. Oh, ça c'est un grand débat. Je propose de ne pas compliquer le débat avec ce genre de choses-là. On m'a dit que c'était le mot interdit, alors... Je voudrais quand même préciser que le livre, je l'écris pour une autre ASBL, Bicode. Oui. Je trouvais important d'écrire société le livre parce que je crois que c'est important que les gens puissent se rendre compte qu'il y a des effets positifs à la digitalisation et comprennent le contexte. Mais alors que j'allais gagner un peu d'argent à faire mon livre, ou même beaucoup d'argent, ça ne m'intéresse pas très fort. Et donc je l'écris pour Bicode, qui justement forme des gens au digital ou à la numérisation. Ils prennent des gens qui sont a priori, qui ont raté leur diplôme, réfugiés, peu importe, sans aucune obligation de diplôme. Et 9 mois plus tard, ils sont informaticiens. 80% trouvent du boulot tout de suite. Et c'est des métiers en pénurie. Donc non seulement on prend des gens qu'on considère d'abord perdus pour la société, qui deviennent utiles, mais en plus ils sont super utiles parce qu'ils remplissent des besoins pour des entreprises qui en ont vraiment besoin. Ça prouve aussi qu'il y a moyen de devenir informaticien en 9 mois sans avoir un diplôme au départ. Et ça, je trouve probablement le plus beau. Et alors, Karen Bourse, qui est l'entrepreneuse qui développe ça, qui est d'ailleurs un centre à Charleroi aussi, est juste magnifique d'énergie, d'inclusivité, de dynamisme entrepreneurial. Et donc voilà, donc vous aidez aussi une bonne cause. 5 campus Bicode en Belgique maintenant, grâce entre autres au premier livre que j'avais aussi écrit au bénéfice de Digitalis. Oui, Digitalis. Oui. On nous demande, est-ce qu'il est en vente partout ? Dans toutes les bonnes librairies ou en ligne naturellement. Hein. Donc si vous cherchez Homo Digitalis en ligne, vous allez le trouver sans aucun problème, homodigitalis.be. Mais j'espère qu'il y a de bonnes librairies à Charleroi qui peuvent le fournir aussi. Black Rucat nous dit, ce n'est pas la mission de Molugeek aussi ? Oui, tout à fait.
Enfin, les deux entités se rejoignent complètement dans la mission et dans l'opération. Je crois qu'Ibrahim et Karen se connaissent bien, non? Oui, ils se connaissent bien. Oui, bien ce qui me semblait. Voilà. Ouais. Je me disais aussi. On a besoin de toutes les forces. Il n'y a pas de concurrent dans ce genre de choses-là. Il y a tellement de besoins et tellement de potentiel qu'on a tous besoin de plus d'initiatives et pas de considérer que l'un est concurrent par rapport à l'autre. D'ailleurs, c'est très monde industriel, ça, de considérer que si une société sponsorise un projet A, il ne peut pas y avoir de concurrent qui suit ça. Nous, c'est le contraire. Mais d'ailleurs, dans ton bouquin, tu en parles quand tu dis allez, elles sont où les initiatives belges lancées? Votre Google belge lancé? Enfin, pourtant, il n'y a pas de raison. On a besoin de plus de concurrence, de plus d'initiatives et de mettre tout le monde d'abord. Donc, il y a encore beaucoup de boulot. Donc, les gens qui pensent que tout est fait au niveau digital, ils se trompent. On est au grand petit matin du digital. On a peut-être fait 10% du chemin. Tout reste à faire. Tout reste à faire. Et d'ailleurs, j'en viens à ma dernière question, parce que c'est passé super vite, mais on en est déjà à la dernière question. Bon, la question un peu... Il faut quand même qu'il y ait une question désagréable, c'est ça Un peu compliqué, un peu... Mais où tu te vois dans 3 ans? On ne va pas dire 10, parce que 10, trop loin. 3 ans. Dans 3 ans, tu te vois... Moi? Ouais. Toi, Thierry Geerts, dans 3 ans. Alors, il y a quand même un cap assez inquiétant, c'est que je vais fêter mes 10 ans chez Google au 1er septembre. Waouh! Et ça, quand j'ai commencé, je pensais que j'allais pouvoir faire ça pendant 3 ans, par exemple. Donc, je suis pour 10 ans. Et franchement, je crois que dans 3 ans, j'y serai encore toujours. Parce que, mon métier a tellement changé en 10 ans de temps, c'est très innovateur, j'apprends encore toujours. Et parce que ça me permet d'être ici, par exemple. C'est clair que Google a aussi ce talent de faire des choses fantastiques pour Google, mais aussi de laisser la liberté à le collaborateur de prendre le temps de faire ce genre de conversation, de pouvoir écrire un livre, par exemple. Dans certaines sociétés, c'était totalement impensable qu'on puisse écrire un livre en nom propre et sans contrôle aucun. Et donc voilà, donc ça m'a. Alors c'est pas absolument sûr que je sois chez Google, parce que je suis attiré par d'autres initiatives aussi, et parce que je suis très entrepreneurial, donc a priori 10 ans dans le même métier, ça fait quand même. J'ai jamais fait ça. Mais comme tu dis, ça se renouvelle. Donc en vrai, on peut pas dire que c'est 10 ans dans le même métier. Dans la même boîte peut-être. C'est le même rôle dans la même boîte, c'est ça. Mais il a très fort évolué. Le cloud computing était encore à son tout début. On était au début du smartphone il y a 10 ans, on l'oublie. L'intelligence artificielle, elle était déjà un peu là, mais pas importante du tout. On avait un centre de data, maintenant on en a 4. Donc oui, c'est quand même différent. On n'avait pas l'atelier digital, on n'avait pas la collaboration avec Molengeek. Tout ça, c'est quand même tout récent. Et c'est ça qui rend la chose passionnante. J'espère surtout que j'habiterai dans une Belgique qui a plus d'envie digitale et qui aura mis sa peur de côté pour réellement retrouver ce renouveau belge qui a besoin. Pourquoi? Parce que je suis très très fier d'être belge, j'adore ce pays, on y vit bien, on a une bonne éducation, on a quand même un taux de chômage raisonnable par rapport à certains autres pays. Quand on va habiter à l'étranger, on revient, on se rend compte à quel point on est bien chez nous. On est bien chez nous, mais c'est pas, it's not a given, comme on dit en anglais. C'est pas parce qu'on est bien aujourd'hui qu'on sera bien dans 5 ans. Pas un acquis, Si on ne garde pas notre talent d'innovation, d'entrepreneurial, l'éducation à jour, eh bien, on risque dans 10 ans de se retrouver dans une situation où on ne veut pas se retrouver. En tout cas, sur ces mots qui promettent pas mal de belles choses pour le futur, mais en même temps, rien n'est acquis, on doit encore mettre plein de choses en place pour que ça puisse se réaliser finalement tout ça. Oui. Nous, c'est déjà la fin de cette émission, ça y est. Eh bien, ça a passé vite, effectivement. Ça passé super vite, ça fait 1 heure, on ne dirait pas que ça fait 1 heure. Donc, merci énormément Thierry d'être venu jusqu'à Charlewood, nous rencontrer et d'avoir partagé cette émission avec nous. Avec notre chat qui a appris aussi pas mal de choses ce soir. Donc, merci beaucoup. Homo Digitalis, voilà, retenez bien le dernier bouquin de Thierry Geerts, procurez-le-vous et dites-nous quoi. Moi, je vous attends jeudi prochain dans le Geektalk et vous me dites, je veux vous entendre, je vais vous lire à ce propos et vous me dites ce que vous avez appris et ce qui vous a choqué. Parce que ce livre, il bouscule et heureusement parce qu'on en a besoin aussi. Parfait, voilà. Merci beaucoup. Merci Thierry et à bientôt. À bientôt.